Donc soit Topsu, je suis professeur à l'université Paris-Saclay et actuellement je suis président d'une société d'investissement à impact. Donc je vais te présenter ici en fait la technologie LiFi, comment je suis arrivé en fait à travers mes travaux de recherche à mettre au point cette technologie et pourquoi surtout et pour quel but, quel objectif. Euh, on vit dans un monde qui est connecté. Et aujourd'hui, la connexion est devenue indispensable, c'est-à-dire qu'elle a tellement modifié notre manière de vivre que imaginer vivre sans connectivité, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous, mais c'est surtout compliqué aussi maintenant pour les jeunes générations qui sont nées avec cette connectivité et qui, eux, ne savaient même pas comment on faisait avant. Donc nous, on est ce qu'on appelle la génération de transition. On a connu le monde avant Internet et le monde avec Internet. Mais il faut imaginer la nouvelle génération qui est née avec Internet, avec une tablette, avec un iPad. Ces gens-là, ces enfants, cette génération-là ne sait pas comment on faisait avant. Donc c'est pour ça que Internet, en fait, a modifié de façon durable et irréversible notre façon de vivre. Donc on ne fera pas marche arrière. Maintenant qu'on sait qu'on ne fera pas marche arrière, il faut rester connecté, tout le temps, partout. Connecté, ça veut dire aussi connecté, mais sans fil. C'est avoir une liberté de bouger, d'aller et venir. Donc la connectivité sans fil est devenue un enjeu stratégique. Aujourd'hui, pour faire de la connectivité sans fil, il y a une méthode qui est très simple, ce sont les ondes radio. Les ondes radio, on les a utilisées, on les utilise depuis des années. Et jusqu'à maintenant, on peut dire que l'impact des ondes radio sur le corps humain était préoccupante, mais pas encore critique. Pourquoi? Parce que la question n'est pas de savoir si les ondes radio sont dangereuses ou pas, les ondes radio sont dangereuses. C'est à partir de quel seuil, à partir de quel niveau d'exposition cela peut être dangereux. L'Organisation mondiale de la santé dit à partir de 0,6 volts par mètre, ça peut poser des problèmes. Ça peut être cancérigène, c'est ça. Classification 2B des ondes radio. Comment on fait pour continuer à avoir de la connectivité partout sans aller très haut dans ces seuils-là? C'est là où je me suis dit que la technologie LiFi, c'est-à-dire utiliser le réseau d'éclairage et la lumière pour apporter de la connectivité, apporte également une solution à cette problématique de la densité d'ondes radio. Pourquoi? Parce que si on utilise la lumière pour se connecter, sachant qu'il y a 14 milliards de points lumineux sur la planète, qu'il y a de la lumière dans tous les bâtiments, ça veut dire qu'au lieu d'ajouter des nouvelles antennes et d'augmenter cette exposition, on peut faire un mix entre des ondes radio et la lumière. Et ce mix va permettre de maintenir un niveau en dessous des 0,6 volts par mètre, qui nous permettra donc de continuer à vivre avec cette connectivité et Internet sans nous mettre à risque et sans mettre à risque nos enfants. Donc, quand j'ai inventé la technologie LiFi, c'était avec cette préoccupation, non pas de remplacer les ondes radio, mais de veiller à ce que l'utilisation de la lumière et des ondes radio permette de créer un environnement sain pour assurer une connectivité saine. Alors, comment ça marche? Technologie LiFi, comment ça marche? Il y a eu une révolution majeure dans le monde de l'éclairage, qui est le passage de l'éclairage conventionnel, donc l'ampoule à incandescence, à l'éclairage LED. Pourquoi? L'éclairage LED, la LED est ce qu'on appelle un semi-conducteur. Alors, pour beaucoup de gens, ça ne parle pas, mais un semi-conducteur, c'est ce que vous avez au cœur des ordinateurs. Ce sont les éléments qui font les calculs. Ce sont des éléments qui commutent, comme on dit, qui s'allument et qui s'éteignent à des vitesses très très rapides, parfois plus d'1 milliard de fois par seconde. La LED, c'est un semi-conducteur un peu spécifique, c'est qu'elle émet de la lumière. Donc, les éclairagistes, quand ils ont vu la LED arriver, ils se sont dit « Ah, c'est génial, on va utiliser la LED parce que la LED consomme jusqu'à 80% de moins d'énergie que l'ampoule à incandescence qu'on avait avant. » Donc, ils se sont focalisés sur cet aspect économie d'énergie. Quand la LED est apparue à l'époque,
je travaillais dans le secteur de l'automobile, puisque les LED sont arrivés d'abord sur les voitures. Et quand j'ai vu ces LED arriver, vous savez, les œils de chat qu'on voit sur les voitures, je me suis dit, mais c'est parfait, les LED sont sur les voitures, on va les faire clignoter, s'allumer et s'éteindre, mais à des fréquences que l'œil humain ne peut pas voir, 100 000, 1 million, 10 millions de fois par seconde, et on va envoyer des communications véhicule à véhicule. Donc on a fait ça à l'époque déjà, entre deux voitures à plus de 50 mètres, même en plein jour. Ensuite, la LED est rentrée dans les maisons, et donc naturellement, je me suis dit qu'on allait connecter ces LED à Internet et envoyer des informations vers les smartphones en utilisant la lumière. Donc le principe consiste à faire comme on faisait quand on était enfant, du morse optique. On prend une lampe, on peut envoyer un petit SOS, on allume, on éteint. Évidemment, à l'échelle humaine, on voit les clignotements. Maintenant, l'œil peut percevoir des clignotements jusqu'à 20, 30 fois par seconde. Donc, si on arrive à atteindre des taux qui sont à plus d'1 million ou 10 millions ou 1 milliard de fois par seconde, l'œil humain ne le voit pas. Et donc, on peut transmettre de l'information, très grosse quantité d'informations, sans qu'on en ait une perception. Mais tu vas me poser la question, comment on sait que ce n'est pas dangereux pour l'humain? Il faut déjà comprendre pourquoi les ondes radio sont dangereuses, peuvent être dangereuses pour l'organisme, c'est que les ondes radio traversent votre corps. C'est-à-dire quand vous avez votre smartphone dans la poche, les ondes en fait émettent en 360 degrés et donc rentrent en interaction avec l'intérieur de votre corps. Or, l'intérieur de notre corps est composé d'eau et composé de signaux électriques. Et les ondes radio, ça fait quoi? Ça fait chauffer l'eau et ça perturbe les signaux électriques. C'est ça le problème. La lumière ne traverse pas le corps humain. Comment est-ce que je peux le garantir? Parce que si la lumière traversait le corps humain, on serait invisible. Et l'homme invisible, ça n'existe pas. Donc la lumière est stoppée par la peau, donc n'entre pas en interaction avec votre système à l'intérieur, votre estomac, votre cerveau. Donc en cela, et la lumière existe depuis des années, alors que les ondes, on les a créées artificiellement. Donc la lumière est beaucoup plus saine. On est en train de faire des mesures sur des animaux, des plantes, même sur des êtres humains. Pour l'instant, on n'a observé aucune contre-indication sur l'impact de la lumière sur la peau. Voilà. Donc la technologie LiFi n'est pas un substitut, mais est un très bon outil pour venir compléter les outils existants et apporter de la connectivité sans augmenter les densités d'ondes radio. Comme toutes les technologies, il faut d'abord chercher à protéger les gens les plus fragiles. Et effectivement, les enfants sont plus sensibles aux ondes électromagnétiques. Il y a d'autres personnes, vous les avez précisées, les personnes électrosensibles. L'électrosensibilité a été reconnue comme une maladie officiellement par l'OMS. Donc il y a les personnes électrosensibles et il y a les enfants. Donc c'est cette catégorie-là. Alors il y en a une troisième auquel on pense moins, mais ce sont les femmes enceintes. On revient quand même sur les enfants, mais avant. Donc les femmes enceintes, les enfants en bas âge et les personnes électrosensibles. Donc il faut assurer pour ces gens-là une vie saine et normale. Donc effectivement, le LiFi pour les crèches, c'est parfaitement adapté, voire même conseillé, et ça devrait même être imposé. C'est au moins, pendant que les enfants sont encore petits, que les fontanelles ne sont pas encore complètement scellées, etc., qu'on ne soumette le moins possible les enfants aux ondes radio. Sachant qu'un enfant aujourd'hui passe quand même beaucoup de temps dans une crèche, et donc si pendant tout ce temps-là il est à l'abri des ondes radio, c'est déjà un apport, un grand apport. Donc oui, par rapport aux crèches et aux hôpitaux, ça a été notre premier focus. On a fait une première expérimentation donc, sur les hôpitaux. Maintenant, on va faire une première expérimentation sur une crèche. Avec cet objectif, toujours le même, c'est de ramener les densités d'ondes radio à 0,6 volts par mètre, voire en dessous de 0,6, voire, comme on l'a dit pour les crèches, pourquoi pas à 0. L'avenir du LiFi, comment va se développer le LiFi? Alors, la première chose, c'est que toutes les technologies de rupture, comme le LiFi, alors qu'est-ce qu'on appelle une technologie de rupture? Vous avez deux types de technologies. Vous avez ce qu'on appelle les innovations incrémentales. Vous avez le
le Bluetooth 3, vous passez au Bluetooth 4, puis au Bluetooth 5, à l'iPhone 3, puis à l'iPhone 4. Ça, c'est ce qu'on appelle des innovations et des technologies incrémentales. Les technologies de rupture, ce sont des nouvelles technologies qui arrivent, qui n'étaient pas connues et qui modifient fortement, comme on en a parlé précédemment, Internet et compagnie, la manière de vivre. Ces technologies de rupture, en fait, elles prennent toujours beaucoup plus de temps qu'on ne l'imagine. Elles sont longues et surtout, elles se basent sur la volonté des premiers adopteurs de la technologie. En anglais, on utilise le terme early adopter. Donc, il y a toujours une petite communauté qui la prend, qui la développe, qui l'utilise, et petit à petit, les autres voient et copient, et ainsi de suite. Donc, il faut considérer qu'une nouvelle technologie va mettre à peu près 10-15 ans à rentrer sur le marché. Je vais vous donner une analogie. Quand le Wi-Fi est sorti en 93, il est arrivé, les premières implémentations industrielles, c'était en 97, et il a explosé en 2005 avec l'arrivée des smartphones. Vous voyez, 93-2005. Donc, les technologies de rupture prennent du temps. Le Li-Fi, on a commencé en 2012, on arrive en 2022, donc il y a 10 ans, on est dans un cycle normal d'évolution. Les prix baissent, la technologie se perfectionne. On en est à ce point-là. On en est à ce point critique du turn, du rebond, où au début on s'attend à beaucoup, ça fait rêver, puis après c'est trop cher, ça ne marche pas aussi bien, ça déçoit, et puis la technologie mature et les prix des composants arrivent à un prix, et là la technologie s'installe. Voilà, on est à ce point-là de l'évolution de la technologie Li-Fi, avec le travail aussi qu'on fait avec Gunther et la Blue Economy, tout ce qu'on fait, on va chercher ces premières personnes qui vont adopter la technologie, on va faire ces premiers déploiements sur des sites réels avec des utilisateurs réels, et il faut compter encore 5 ans pour que ça devienne connu de tous et utilisé par tous. Entre 3 et 5 ans. J'ai 3-5 ans, ça peut être 7, je ne suis pas devin, mais voilà un peu la chose. Et il faut respecter ce temps-là. Il ne faut pas aller trop vite. Aller trop vite, mettre des produits qui ne sont pas prêts. Il faut prendre ce temps-là, mais le Li-Fi, la technologie Li-Fi, de toute façon, va s'installer. Elle est incontournable, elle peut prendre du temps, mais elle va y aller. Pourquoi? Pour les points que j'ai cités précédemment. On aura toujours besoin de connectivité. Et à un moment, entre autres avec la 5G, on va avoir des telles densités d'ondes radio qu'il n'y aura pas le choix. Voilà. Donc on est en train un peu d'anticiper cette période. Le deuxième volet important sur l'évolution de la technologie Li-Fi, c'est sa standardisation. Mon objectif est de se coordonner, non pas avec la 5G, mais avec la 6G qui est déjà en étude, pour dire, au moment du lancement de la 6G, on met à l'intérieur de la 6G les protocoles, les langages Li-Fi, de manière à ce que ça rentre dans tous les smartphones au moment du passage à la 6G. Ce passage à la 6G est donc entré dans tous les smartphones, fait que là, on rentrera sur un marché où tout le monde aura le Li-Fi dans son smartphone. Entre-temps, on va développer des solutions pour les professionnels sur des marchés qu'on dit de niche, c'est-à-dire, on en a parlé sur les hôpitaux, sur les crèches, sur les bureaux, de manière à ce que la technologie avance dans un milieu professionnel pour aller vers le public d'ici 5 ans. Voilà. Alors, on a discuté avec tous les opérateurs télécoms, les fabricants d'appareils télécoms. Non, il n'y a pas de frein. Les gens, ces personnes-là, ne voient pas le Li-Fi comme un risque, mais plutôt comme une opportunité. Une opportunité d'apporter toujours plus de connectivité et donc derrière de services. Parce qu'un opérateur télécom, il vit du service. Un utilisateur, quand il a son smartphone dans la main, tout ce qu'il veut, c'est regarder sa vidéo ou ses photos, que la connectivité se fasse en Wi-Fi, en Li-Fi. Ce qui l'intéresse, c'est le service. Ce que vendent les opérateurs, c'est le service. Donc, ils sont plutôt partants pour implémenter cette technologie Li-Fi. Mais on est dans ce problème de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que les fabricants de téléphones disent « Ah, mais c'est génial comme technologie, ça m'apporte de la connectivité, du haut débit. Mais il y a combien de lampes d'installer ?» Oui, mais d'un autre côté, ceux qui veulent installer les lampes nous disent oui, mais il y a combien de téléphones d'équipés? Voilà, donc on est sur cette problématique de l'œuf et de la poule. C'est pour ça que je parlais des early adopters, des premiers adopteurs. Il faut casser ça en commençant à installer. Mais
cette opposition Wi-Fi, Li-Fi, non, il n'y a pas. Ce qui compte, c'est la connectivité et le service. Donc, ce qui aujourd'hui va nous permettre d'avancer, c'est de convaincre une des communautés, que ce soit par exemple les éclairages, les éclairagistes. Vous construisez une nouvelle crèche, au moment de la construction ou de la rénovation, c'est qu'on dise, bon, bah, on met le Li-Fi par défaut. C'est pas grave, même si c'est pas utilisé aujourd'hui, le supplément n'est pas trop, donc on le met, et comme ça, le réseau est équipé. Et comme ça, dès que les smartphones arrivent, eh ben, voilà, je suis équipé. Et donc, les opérateurs de télécom attendent que le réseau soit installé. Et une fois que le réseau sera installé, ils diront, bon, bah, maintenant, ça vaut le coup que je change mon smartphone et que j'inclue la technologie. C'est ce challenge qu'il faut qu'on relève avec la Blue Economy, avec Hunter et tout ce qu'on fait aujourd'hui. Merci.